Bonjour et bienvenue à cette session sur Culture Flow appelée Le Cap. Aujourd'hui nous allons parler de futur, futur possible, futur plausible, futur préféré et comment ces futurs nous aident à comprendre comment nous avançons et comment nous pouvons nous réorienter plus vite. Donc je me présente, Samuel Rotière, Flow Coach à Octo Technologies. Donc quelle est la question du jour? À quoi est-ce qu'on veut répondre? C'est toujours le truc de pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'aller tous ensemble dans la même direction alors qu'on pourrait tout planifier, mais dès qu'on planifie, ça se passe rarement comme on a prévu, et donc on passe notre vie à refaire, refaire et re-refaire la roadmap annuelle. Alors qu'on pourrait faire quoi? Une direction globale. Donc qui dit direction globale dit pas direction absolue pour tout le monde, on doit être complètement aligné, ça donne une intention, nous allons aller par là. Et après des informations qui nous permettent de comprendre si oui ou non on va dans la bonne direction globalement. Et donc qui dit global dit qu'il y a un petit degré d'autonomie, c'est le désordre de système qui nous permet d'avoir des petits senseurs qui nous permettent de savoir comment ça se passe. Donc si je résume ce principe, donc l'écart entre les prédictions et la réalité, quand on dit les prédictions, c'est vraiment ça, on essaie de prédire l'avenir, pas pour savoir exactement ce qui va se passer, mais surtout pour savoir quand c'est en train de glisser entre notre prédiction et la réalité, ce qui nous aide à nous repositionner sur la cible. Donc dans l'intention que je vais expliquer juste après, il y a la notion de futur possible, mais après on va aussi pouvoir parler de vision partagée, quels sont les prochains pas que nous voulons faire ensemble, et comment nous savons que nous avançons avec une démarche consciente d'apprentissage. Donc l'intention, c'est que vu que nous ne pouvons pas prédire l'avenir, nous devons nous adapter à une réalité qui change. Vu que la réalité change, la question c'est comment je sais que la réalité change. Donc des fois on parle de signaux faibles, ok, je comprends que des choses se passent. En général, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, par rapport à ce que je vois, aux signaux que je capte, je pense qu'on veut aller à peu près par là et que c'est en train de se passer comme ça. Si ça se passe comme ça, je devrais voir ça, 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 ça et ça. Donc ça, c'est ma projection. L'idée n'est pas de savoir si la projection elle est vraie, c'est plus de dire, ok, je m'attends à ce qu'il se passe ça, et après, ce qui va se passer dans la vraie vie, c'est peut-être la même chose et peut-être différent. Et le fait d'avoir exprimé à l'avance ce que je pensais qu'il allait se passer, ça me permet de comprendre assez vite, ah, il y a une différence. Et après, on va pouvoir se dire, ah, est-ce que cette différence est continue? Ok, donc sûrement qu'il s'est passé quelque chose où il faut que je refasse ma prédiction. Donc c'est ça qui va nous aider à réagir plus vite au changement de conditions, c'est qu'on a exprimé à l'avance comment on s'attendait à ce que ça se passe. Donc les trois pratiques que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, donc la vision partagée, j'ai mis ça difficile, on le voit dans la pratique, se mettre d'accord tous ensemble vers où on va, sachant que, je le répète, le but n'est pas d'avoir une direction absolue pour tout le monde et tout le monde est complètement aligné. Si on fait ça, en gros, ce qui se passe, c'est que dans un monde certain, ça marche, mais dans un monde incertain où il va se passer quelque chose, bah, je ne me suis pas laissé la latitude de pouvoir réagir parce que je n'ai pas accepté qu'il y ait un peu de désordre. Donc la façon dont ça marche quand on parle de prospective, c'est déjà on va essayer de partager nos signaux faibles, qu'est-ce qu'on comprend, et après par rapport à ça, dire ok, c'est quoi les scénarios probables, possibles et extrêmes sur lesquels on a envie de travailler. Probable, ok, ça veut dire donc probablement il va se passer ça. Possible, ça élargit encore. Et extrême, c'est vraiment je pousse jusqu'au bout. Les scénarios extrêmes, le but c'est de nous faire réfléchir en disant ok, si on va vraiment jusque-là, il pourrait se passer ça. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a une situation qui arrive vraiment, même si elle est extrême, le fait d'avoir pensé à l'avance ce que je pourrais faire en fonction de ça, ça me permet de m'ajuster, de m'adapter beaucoup plus vite. Donc après, c'est vraiment comparer les scénarios et la réalité. Donc pour dire, la prospective ne modifie pas le futur, elle se base sur le passé, le présent pour entrevoir le futur. Donc ça va nous permettre, parce qu'on s'est projeté, parce qu'on a dit ok, on pense qu'il pourrait se passer ça, et on a déjà étudié des scénarios au cas où il se passe ça, on va pouvoir comprendre plus vite et donc s'adapter plus vite. La deuxième pratique que j'ai envie de mettre en avant, donc c'est les prochains pas. Et c'est toujours compliqué de dire ok, c'est quoi mon futur, et là on peut parler de futur préféré. Juste attention à ça, il faut que le futur préféré soit un minimum réaliste, parce que si vous me dites ok, je veux aller sur la Lune, après je vais aller sur Mars et je vais aller sur une autre planète, ok, bon ça c'est peut-être préféré, ou si, c'est comme si je vous dis Nantes va gagner le championnat de foot cette année. Comme vous pouvez le voir, il faut vraiment être supporter pour dire ça. C'est peut-être préféré, mais c'est un peu irréaliste. Donc à chaque fois quand même ce qu'on fait, c'est qu'on donne une intention qui est possible, qui est réaliste, même si c'est vraiment ce qu'on voudrait faire. Et après on va dire ok, on veut bouger entre aujourd'hui et par là. Donc il y a un peu deux façons de le voir, c'est soit vraiment j'ai un futur assez lointain et je me demande quels sont les prochains pas que je peux faire, sachant qu'on n'essaie pas de faire un plan quinquennal pour y arriver. Ça marche pas, il y a trop d'incertitudes. Vaut mieux avancer au fur et à mesure et se donner la capacité de se réajuster qu'essayer de faire un plan
qui, vu l'incertitude, ne marchera pas de toute façon. L'autre solution, c'est de parler donc de où est-ce que je suis en présent et de dire que le changement, c'est une différence par rapport à aujourd'hui. Et donc, je vais me projeter pour dire, ok, j'ai envie de changer en me rapprochant de ça. Je vais peut-être décrire un peu moins le futur vers où je vais. Mais par contre, je vais beaucoup plus dire, ok, là, présentement, j'ai ça, il se passe ça, et là, je vais essayer de bouger. Toute la question à chaque fois, c'est comment on se projette et comment on réussit à bouger. Et après, les prochains pas, en général, c'est assez facile. Le gros truc qu'il faut éviter de faire, comme je le disais, c'est d'essayer de ne pas faire un plan où on se projette entre aujourd'hui et la cible idéale, mais plutôt de dire voilà quels sont les axes entre aujourd'hui et ma cible idéale, et voilà les prochains pas, et je continuerai d'apprendre et je continuerai à avancer. Donc là, les paris locaux sont les capteurs de nouvelles tendances. C'est vraiment redire que si je prends un pari local, c'est-à-dire tout en bas, si j'échoue, j'ai échoué sur un pari. Tandis que si je prends aucun pari en bas, le jour où il va se passer quelque chose, je vais peut-être devoir prendre un pari un peu plus haut dans la structure. Et ça devient plus dangereux. Et c'est là où on dit le désordre en bas est normal et on va ordonner globalement. Mais on va se laisser la capacité d'apprendre en testant des choses au niveau bas. Parce que finalement, un pari au niveau bas, c'est un petit pari. On va éviter de prendre des gros paris et on va essayer de bouger un peu tout le temps. On ne va pas bouger n'importe comment, on va quand même se donner une grande direction, mais on va accepter un peu d'incertitude et de désordre. Dernière pratique que j'ai envie de mettre en avant, la démarche consciente d'apprentissage. Ça, c'est vraiment la capacité à dire, pour apprendre, je dois poser ma théorie, je dois dire, ok, je vais faire une expérimentation pour valider ma théorie, et je m'attends à ce qu'il se passe ça. Donc c'est vraiment la capacité à dire que je ne dois pas faire quelque chose et après me demander est-ce que ça a bien marché ou pas. C'est plutôt se dire, ok, je pense ça, et je vais le valider là-dessus, et je saurai que c'est validé si ça. Ça permet vraiment de tirer des conclusions parce qu'on a eu une approche un peu scientifique pour valider nos hypothèses. Donc après, on va essayer de ne pas réinventer la roue, tout ce qui va bien. Mais en tout cas, c'est vraiment cette capacité à se poser la question avant de tenter quelque chose. Comment je saurai que c'est un succès? Comment je saurai que j'avance? Et aussi la capacité à se dire, je ne vais pas mettre trop de temps pour apprendre. Et le dernier point que j'ai envie de mettre en lumière, c'est le dernier. On est hyper fort en général pour communiquer sur ses succès, moins fort pour communiquer sur ses échecs. Même si un échec, il faut le voir différemment, c'est pas un échec, c'est plutôt j'ai tenté quelque chose et ça n'a pas marché. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai souvent vu des équipes avoir des succès, communiquer sur le succès, et là ça se diffuse bien. Une équipe a un échec, elle ne le dit pas, elle a tenté quelque chose, elle sait que ça ne marche pas, l'équipe d'à côté ne le sait pas, elle refait la même expérimentation pour la même conclusion, l'équipe d'encore après refait la même chose, et en gros vous avez 10 équipes qui ont tenté et qui ont appris toutes les 10 qu'il ne fallait pas le faire. Alors que si la première avait dit au fait j'ai tenté ça et je peux vous dire que ça ne marche pas pour telle raison, peut-être que les 9 autres n'auraient pas fait pareil. Donc ça en général c'est une question de rôle modèle côté management. À partir du moment où on exprime ok on a tenté ça, ça n'a pas marché, en général on libère la parole pour que les gens le fassent. Sinon en général on a waouh ça s'est super bien passé. Donc là vraiment c'est communiquer sur ce qui a bien marché et aussi ce qui n'a pas bien marché pour permettre aux autres d'apprendre. Donc c'est ça un peu des fois qu'on peut appeler l'organisation apprenante. Si je résume, donc en gros, c'est vraiment l'écart entre les prédictions et la réalité qui va nous aider à nous adapter. Donc la prédiction n'est pas faite pour être vraie, la prédiction est faite pour nous permettre de comprendre vers où on va et comment le futur bouge. Avec ça, on peut utiliser donc la vision partagée qui est de parler des futurs possibles, plausibles, extrêmes, toutes ces choses-là, pour pouvoir nous ajuster continuellement. Et après, on va faire des pas et au fur et à mesure de ces pas-là, on va voir comment on avance. Là, on va essayer de toujours jouer à son niveau de risque maximum, c'est-à-dire en bas, je vais prendre un petit risque, plutôt que d'essayer de ne pas prendre de risque tout en bas et de se retrouver à prendre des gros risques en haut. Et ensuite, on va essayer d'avoir une démarche d'apprentissage. Alors ça, on ne va pas nécessairement le faire sur tout. Sur les trucs qui sont évidents, on va dire, ok, c'est un postulat, ce n'est pas une hypothèse, et je vais le prendre comme ça, je vais le généraliser, puis après je vais voir. Sinon, on peut dire, ok, c'est une hypothèse, quel est mon protocole pour valider que mon hypothèse est vraie? Et donc là, le fait de se poser la question à l'avance, ça va nous permettre de mieux conclure, plutôt que de prendre les chiffres à la fin et se dire « Ah, qu'est-ce que je conclus ?» Donc ça, c'est vraiment une démarche d'apprentissage. Une fois qu'on a fait ça, on est capable d'avoir partagé les futurs possibles, de s'orienter vite et de comprendre vraiment si on avance dans la direction où on veut aller. Pour aller plus loin, sachez que cette présentation, c'était le principe numéro 7, appelé le cap sur les principes à adapter. Et que vous trouverez à l'intérieur du livre Culture Flow. Il y en a aussi d'autres, Culture Code, Culture DevOps, Culture Change, qui vous permettront de comprendre d'autres aspects du processus de développement logiciel. Aujourd'hui, je parle de Culture Flow. Et si vous voulez
en savoir plus, discuter avec nous, avoir plus de nouvelles, n'hésitez pas à nous écrire, nous répondrons sûrement à votre demande. Bonne journée!